officielles, à nos yeux ou à vos yeux peut-être, qui mettent complètement en question la vie officielle américaine, enfin du gouvernement des États-Unis, pas les Américains. À l'heure actuelle, il y a, je crois, entre 60 et 70% des Américains qui doutent qu'on leur a dit les choses vraies à propos du 11 septembre. Donc, il y a un ami qui rentre des États-Unis ici qui pourra vous donner des réponses à des questions plus typiquement américaines. Bonne soirée, tout à l'heure. Maintenant, quelques images de deux autres films DVD qui ont été tournés aussi par des Américains sur des éléments précis pour vous relater non seulement des faits dont on parle dans ce film, mais aussi pour vous montrer des images. Il va y avoir des images qui viennent du film qui s'appelle Confronting the Evidence, qui a été fait donc en 2004, et avec des images sur les photos sur le Pentagone, avec donc ce sujet. Après, il y aura des images sur le World Trade Center, au moment donc des images qui ont été filmées par les caméras américaines, voilà, avec un certain nombre de questions, ce qui nous permettra de préciser un petit peu les questions. Et après, on reviendra sur ce film. Et je ne sais pas où on est aucune nouvelle là-bas, donc il prépare ça. Il y a une chose. Sur la commission, je peux vous donner le nom des différentes personnes qui étaient dans cette commission. Toutes sont liées, sauf deux, sont liées au pouvoir Bush, sont liées aux néoconservateurs américains, notamment Zelikow, dont on parle dans le film, mais aussi Ken et Hamilton et tous. Le seul qui n'était pas lié, c'était Cleland, que vous avez vu protester à un moment. Il a dû démissionner de la commission. On lui a offert un poste dans une association à côté, et ce poste était incompatible avec le fait d'être dans la commission. Finalement, il s'est dégonflé, c'était un démocrate. Il y avait un autre démocrate dans la commission qui s'appelle Ben Vedis, qui a posé des questions, mais qui s'est bien gardé d'approfondir les questions. Donc il a joué son rôle, mais pas jusqu'au bout. Maintenant, beaucoup de gens se posent des questions, donc aussi partout en Europe depuis longtemps. Nous sommes arrivés quand même à des choses qui sont un petit peu des évidences. Une chose dont on ne parle pas dans ces films, et qui est dans ce film qu'on ne voit pas dans les autres films, c'est que le 11 septembre, il y avait 6 manœuvres militaires en même temps. 6 manœuvres. Il faut savoir qu'il y avait aussi une grosse manœuvre importante russe dans le nord, dans l'Arctique. Bien. Si bien que il n'y avait pratiquement aucun avion disponible sur le sol des États-Unis. Ils étaient tous en l'air, notamment beaucoup en Alaska et à la frontière canadienne. Au moment où il y avait tous ces avions dans l'air, des avions détournés, et notamment une de ces manœuvres militaires avait pour sujet le détournement d'avions civils américains. Il y a eu dans l'air jusqu'à 27 avions détournés en même temps. Bien sûr, il y en avait des vrais, il y en avait des faux. Il y en avait 4 vrais, a priori, on n'en sait rien. Et en tout cas, il y en avait 27 en tout. Et on a bien sûr les preuves avec des conversations enregistrées par les contrôleurs aériens, aussi bien civils que militaires. Il faut savoir aux États-Unis que le contrôle aérien est en même temps civil et militaire, mais que les codes militaires sont bien sûr secrets. Les militaires ont accès au contrôle civil, mais les civils n'ont pas accès au contrôle aérien. Mais il y a eu quand même des petits endroits, moments où ça marchait pas. Si, et notamment une chose qui était très importante, il y avait une manœuvre militaire qui a été faite pour la première fois. Il faut savoir qu'il y a une agence aux États-Unis qui s'appelle NRO, National Reconnaissance Office, qui surveille l'espace
non seulement aérien, mais l'espace américain, et puis bien sûr l'espace terrestre. Il a un budget qui est supérieur à la somme du budget de la CIA et de la NSA en même temps. NSA, c'est toutes les agences, enfin, c'est l'agence qui contrôle toutes les communications aux États-Unis et dans le monde entier. Il y a peut-être des gens parmi nous qui sont contrôlés par la NSA sans le savoir. Bien. Et ils contrôlent Internet, bien sûr, avec les codes d'accès sur les logiciels de Microsoft. Hein. Bon, ça, c'est connu, bien sûr. Bon. Et si bien que cette manœuvre aérienne concernant la NRO avait pour objet un avion tombe sur le centre de la NRO. Conclusion. Le centre a été évacué. Si bien que ce jour, le 11 septembre, il n'y a aucune image satellite qui ont été prises sur les États-Unis. Aucune. Ça fait quand même beaucoup de coïncidences. Alors je ne sais pas si le Pakistan, comme il est dit dans ce film, est responsable de ce genre de choses. Je ne pense pas que le Pakistan ait une grande influence sur les manœuvres américaines. Bien. Ça, c'est le building numéro 7, qui s'est écroulé. Les 2 tours se sont écroulées, et ce building s'est écroulé aussi. Vous allez voir pourquoi il s'est écroulé. Vous allez voir si ça vous semble plausible qu'il s'écroule. Ce sont des images qui ont été très peu répandues, bien sûr, pas du tout la télévision, bien sûr, et très peu répandues aux États-Unis. Et vous allez voir que 2 petits feux d'un appartement vont faire écrouler un immeuble de cette importance-là. Il y avait aussi la semaine précédente une évacuation, une simulation d'évacuation en cas d'incendie. Il faut savoir aussi que l'agence de sécurité qui était chargée de surveiller le 11 septembre, un de ses administrateurs, c'est le frère de Bush. Et les chiens renifleurs d'explosifs ont été retirés quelques semaines avant, sans aucune explication. Les témoignages divers parlent de cette explosion qui a eu au sous-sol, donc pas qui parle de 12 secondes avant. C'est que les explosions en fait ont dû avoir lieu au sous-sol même des bâtiments pour pouvoir faire s'effondrer les tours. C'est d'ailleurs ce qu'a enregistré l'université du Michigan avec ses sismographes. C'est les explosions qui ont eu au sous-sol parce que les attentats des avions eux-mêmes étaient désolidarisés du sol. Donc les vibrations de ces chocs des avions n'ont pas pu être enregistrées par un sismographe. Enfin, ceux qui ont fait un peu de géologie ou même ceux qui connaissent un peu en physique. On parle d'autre chose. Donc ça, c'est le World Trade Center numéro 7, ça. Donc il s'effondre à 5h30 de l'après-midi, sans aucune raison valable, parce que les pompiers eux-mêmes, les communications radio nous le disent, affirmaient qu'avec 2 lances à incendie pouvaient circonscrire le feu. Et Larry Silverstein, toujours lui-même, a annoncé plus tard, dans le mois de septembre 2001, qu'ils avaient pris la décision sciemment de faire démolir le bâtiment ce jour-là. Donc il annonce ça sans avoir froid aux yeux, de dire qu'ils ont pris la décision de faire s'effondrer les 2 tours, la tour numéro 7. Enfin, tous les experts qu'on a interrogés, que d'autres ont interrogés, que vous pouvez vous-même interroger, parce que c'est un rôle citoyen, disent qu'il faut plusieurs semaines pour placer les bombes, les charges, la bonne quantité d'explosifs aux bons endroits, pour pas causer des dommages au bâtiment. Comme là. Voilà, ça c'est un exemple de démolition contrôlée. Tout le monde a déjà vu des trucs qu'on démolit, bien propre sur cette empreinte. C'est exactement ce qui s'est passé avec le World Trade Center numéro 7. C'est-à-dire un effondrement par la base, avec au début on écroule la colonne centrale. Donc quand on revoit le World Trade Center numéro 7, on voit bien que c'est le centre qui commence à s'effondrer. Et ensuite les murs extérieurs qui se replient vers l'intérieur. Et ça, jamais dans l'histoire du bâtiment, un feu n'a causé la démolition d'un bâtiment construit avec du métal et du béton. Jamais. Il y a eu trois exemples dans l'histoire. C'est les 2 tours jumelles et le World Trade Center numéro 7. Voilà, donc, mis bout à bout toutes ces questions, évidemment, une par une, on peut argumenter. Là, à midi, j'ai passé une matinée, 1 heure à parler avec un professeur qui m'a raconté tout plein de théories. C'est vrai que pris bout à bout, chaque détail peut être négociable à l'infini. Mais quand on met tout ça l'un à côté de l'autre, et quand on met tous ces exemples, quand on met le Pentagone avec les images, d'ailleurs qu'il n'y en a pas des images, parce qu'il y avait les caméras du Sheraton, la caméra de la station-service et de l'autoroute qui ont été saisies quelques minutes après les attentats. Donc ces images pourraient prouver qu'il y avait un avion.
Mais comme elles ont été saisies... On va en parler maintenant, on va voir les images d'abord. Ouais, j'espère qu'il y aura les images qui vont arriver. Mais voilà, le Pentagone également pose beaucoup de questions. L'avion qui s'est effondré en Pennsylvanie également pose beaucoup de questions. Mais toutes ces questions mis bout à bout nous font dire qu'il faut réouvrir l'enquête de manière officielle, internationale, scientifique. Beaucoup de gens plaident pour ça. Et vraiment, nous vous encourageons à appeler votre député, à appeler votre maire, à vous renseigner vous-même déjà, parce que tout est disponible sur Internet. Donc vous avez vraiment rien à faire de chez vous. Vous regardez, vous tapez 911 sur vidéo Google, sur Dailymotion, et vous prenez 1 heure par week-end à regarder un film, et à la limite de chercher à le démolir, ce film, c'est ce qu'a essayé de faire un parlementaire américain donc, qui était pro-Bush. Voilà, là on voit des exemples de missiles. Donc, un parlementaire pro-Bush est parti de l'idée de démolir toute cette théorie du complot en disant non, je vais montrer que la théorie officielle est vraie. Il a fini par faire un des films les plus virulents contre Bush en se disant toute mon enquête a démontré que Bush avait menti, que son équipe avait menti, que l'administration avait menti. Donc ça c'est des débris qu'on a retrouvés devant le Pentagone qui ne sont absolument pas consistants avec un crash d'un avion que chacun a dû voir une fois dans sa vie à la télévision. Donc il n'y a absolument pas d'aile, il n'y a absolument pas de... C'est des pièces de moteur qu'on a retrouvées sur place, mais qui n'ont rien à voir avec les réacteurs d'un Boeing. C'est plus proche d'un réacteur d'un missile, en fait. Donc les débris qui peuvent être pris à la main, une grosse bâche bleue qui cachait on sait quoi, donc qui... Soi-disant, ces hommes-là ont caché tout l'avion sous cette bâche bleue, enfin, personne ne croit. Mais aucun. Voilà, ça c'est des exemples. Bon, on va couper parce que c'est vrai que c'est des exemples de crash en fait qui a eu lieu en Grèce qu'on nous montrait pour vous montrer que lors d'un crash aérien, il reste les trains d'atterrissage, les moteurs, des sièges, des bagages, des corps humains, enfin tout ce que vous voulez d'un crash habituel. Là, la pelouse devant le Pentagone est nette. Il n'y a rien, il n'y a pas un scratch, il n'y a rien. Il y a un trou qui fait 4 mètres de large dans le mur. Et Mohamed, excuse-moi, vas-y. Je vais voir les images parce qu'on n'est pas obligé de les voir, d'accord ? Non, mais l'image, j'aimerais bien qu'elle vienne. Le Pentagone. C'est pour pas rester. Voilà, regardons ces images. Voilà. T'es monté pour. Voilà. C'est vrai qu'il vaut mieux le voir et je vous encourage à aller sur Internet. Il ne faut pas en parler sans. Voici. Ça, c'est quelques. Le bâtiment a été touché à 9h38, il s'est écroulé à 10h. Donc, ce sont des images qui ont été prises par hasard par un photographe amateur qui habite dans un building qui était devant le Pentagone. Vous voyez, donc devant le Pentagone, c'est-à-dire à plusieurs centaines de mètres quand même. Vous voyez, on voit le trou, par où c'est rentré. Vous voyez la pelouse devant. Ça, c'est une fois que le bâtiment s'est écroulé, donc après 10 heures. C'est le lendemain. Ce sont les photos qui ont été prises le lendemain, alors qu'il y avait tout le monde sur place. Et vous verrez, j'espère qu'il y a les photos montrant cette faille de... Ça, c'est pas sur place, c'est un autre c'est un avion qui est rentré dans un immeuble, n'est-ce pas ? Et on voit les traces de l'avion. Vous voyez ? D'autres accidents, on voit des traces. Là, c'est ce qui s'est devant le Pentagone. Est-ce que vous voyez une trace d'avion ? Ça, c'est le trou par lequel c'est rentré, cette chose-là. Voilà, ça c'est la traversée de 3 immeubles, vous voyez, de 3 barres, avec le trou de sortie. Ça fait à peu près 5 mètres. Ça c'est le trou de sortie. Je ne sais pas si un avion avec un nez en graphite est capable de traverser 3 immeubles comme ça. Voilà, voici les images qui ont été montrées quand ça s'est allé très très mal. Donc le Pentagone a envoyé ces images. Nous avons regardé. C'est une caméra qui est une caméra de surveillance qui est au poste d'entrée d'un des parkings du Pentagone. Alors, vous voyez, en fait, quand on analyse ces photos,
on s'aperçoit que la température des flammes est beaucoup plus élevée que du kérosène. Et on voit pas la lumière. Alors ils nous ont montré ces photos-là. Pourquoi ils n'ont pas montré les photos donc, de la caméra qui avait été prise quelques secondes avant? Bien, posez des questions. C'est pas vraiment une question, c'est un complément. Comment? En fait, sur les images qu'on a vues, j'invite tout le monde, les gens qui n'ont pas lu, dans le livre de Thierry Messant, en fait, qui était un peu initié un peu tout le mouvement. Il a coécrit avec Pierre-Henri Bunel, et Pierre-Henri Bunel, c'était travaillait avec l'armée française, et justement, son métier, c'était d'identifier les dégâts, en fait, faits par les missiles militaires sur les bâtiments à partir de photos aériennes, etc. Donc c'est un expert reconnu, son autorité en matière d'expertise justement là-dessus n'est pas du tout remis en question. Et il a écrit d'ailleurs son livre avec Thierry Messant, et sur les images, justement, il avait justement fait une analyse très pertinente en montrant que le type d'explosion qu'on voyait ne pouvait pas correspondre à à l'explosion du kérosène, etc. Et il y a donc en fait sur ces images qu'on voit là, sur ces images de la caméra de surveillance, il y a énormément de choses qu'on peut voir, notamment la hauteur de l'objet en fait qui touche le Pentagone. Et il arrive en rasant le sol dans une manœuvre très précise. Donc j'invite tout le monde à aller voir en fait toutes les photos qu'on peut trouver sur le site. Et on voit que le bâtiment est à côté d'une autoroute, qu'il y a des lampadaires, qu'il y a des arbres, qu'il y a une colline. C'est une manœuvre qui est totalement, qui est extrêmement compliquée à faire, d'arriver avec un Boeing et de se placer à ce niveau-là. Enfin, tout ça pour dire qu'en fait, il y a dans tous les aspects, dans le final de 13 Fort Rousse, c'est basé sur l'enquête, en fait, les questions sans réponse, etc. Mais il y a énormément de faits matériels, disons, comme on a vu le bâtiment 7, on a vu des tas de choses, qui sont en fait extrêmement troublantes. Et à partir du moment où on commence à s'intéresser à un petit bout, il n'y a aucun petit bout qui colle. Et au final, tout est extrêmement flou et très, très tordu. Et rien ne marche en fait. Donc c'est assez étrange. Et sur chaque point, il y a au moins 10 cas de choses bizarres en fait, qui collent pas du tout à chaque fois. Mais donc j'invite les gens, moi, vraiment à lire le livre de Thierry Messant et à se demander aussi pourquoi, à quel point tout le monde lui a craché dessus dans les médias, alors que c'était un type reconnu. C'était un peu le chouchou de tout le monde, Thierry Messant, à l'époque. C'était la gauche antilibérale, antiraciste, etc. Oh, ça dépend. Enfin bon, il était pas du tout, il était plutôt chouchouté quoi, et tout d'un coup il s'est mis, il a dépassé les bornes et là tout le monde lui a craché dessus. Heureusement, on peut voir que, aujourd'hui, de plus en plus ça sort dans les médias hors de la France. Il y a un gros problème en France avec Thierry Messant, c'est que il a été tellement diabolisé, etc., que maintenant il n'y a plus aucun journaliste qui ose dire que il y a par exemple tout ce qu'on a vu là c'est totalement occulté en France, et plus aucun journaliste ose dire que peut-être qu'ils se sont trompés quoi, et que peut-être que tout ce qu'ils disaient c'était pas entièrement faux. Ça c'est une expérience qu'on a vécue nous quand on a essayé de contacter les journaux pour justement essayer de relayer cette projection de ce soir. C'est que tout de suite dans leur esprit on disait Thierry Messant. Oui, voilà, c'est ça. Voilà. Il y a une espèce de réflexe. Voilà, une espèce de cristallisation autour de lui, autour de son livre, le 11 septembre n'a pas eu lieu, etc. Qu'un professeur même d'université à Montpellier m'a dit oui, mais il y en a encore qui croient que la Terre est plate. Vous voyez, en remettant en question la théorie du 11 septembre, c'est pour lui aussi absurde que de parler de la Terre est plate. Oui, ou des ovnis, ou la Lune, ou des trucs comme ça. Donc, c'est exactement l'exemple qu'il m'a cité aussi, de la Lune, je ne voulais pas en parler. Mais c'est vrai que cette histoire de Messant, ça a servi au départ à lancer pas mal de gens qui ne s'étaient pas intéressés. Et les journalistes ont une peur bleue maintenant de ça. Et surtout ce qui s'est passé avec Marion Cotillard il n'y a pas longtemps, vous avez sans doute vu ça également. Voilà, dès qu'il y a quelqu'un qui lève la tête, hop, on s'empresse de lui couper en faisant peur aux autres, quoi. C'est pour ça que c'est à nous, pauvres gens de la plèbe, qui n'avons rien à attendre des médias, ni de TF1, ni quoi que ce soit, à harceler nos députés, à harceler nos maires, enfin gentiment, hein, on n'allait pas faire le piquet devant chez eux,
Mais s'ils reçoivent quelques coups de fil en disant mais qu'est-ce qui se passe, est-ce que vous êtes renseigné, parce qu'il y a quand même des députés qui bougent, il y a des eurodéputés européens, il y a un député japonais, c'est à eux de bouger. Ils ont discuté là avant-hier, pas plus tard qu'avant-hier, pour envoyer des troupes en Afghanistan, c'est directement lié à ça. C'est des soldats français, c'est de l'argent français qui va là-dedans. C'est aujourd'hui, c'est pas il y a 7 ans, c'était pas en 2001. 2001 c'était le point de départ, mais c'est toujours pas fini. La guerre en Irak, c'est 1 million de morts, 4 millions de déplacés. Donc, à chacun d'entre nous, avec sa conscience, de se dire, est-ce que j'ai pas mon mot à dire là-dedans? Est-ce que j'ai pas quelque chose à faire pour essayer de dire à mon député que je suis actif? Allez-y. Oui, allez-y, levez les mains pour ceux qui veulent intervenir. Juste par là. Ah bah il est. On va commencer par vous. J'y vais alors peut-être. Bonsoir à tous. J'avais juste une question très très pratique au niveau par exemple du Pentagone. Si c'est un avion, j'imagine qu'on connaît le numéro du vol. Si c'est un Boeing, j'imagine qu'il y avait des gens dedans. Donc je sais pas quelle est la théorie. J'imagine, c'est un peu morbide ce que je vais dire, mais j'imagine que du coup il y a des familles qui ont perdu des gens. Quelle est la théorie? C'est que finalement il n'y a pas eu d'avion, il n'y a pas eu de mort, il y a eu des morts, mais c'est quelqu'un d'autre qui les a tués. Et ça marche. Ah non. C'est en dessous du micro. En dessous. Oui. Alors, il faut combien comprendre que dans les gens qui désirent rouvrir l'enquête, c'est surtout des questions. Il y a des tas de choses auxquelles on n'est pas capable de répondre. Notamment ta question, qu'est devenu cet avion qui a disparu. La dernière fois qu'on a eu une nouvelle de cet avion, c'est dans l'Ohio. À ce moment-là, la boîte noire a été coupée. Il est manifeste qu'il n'y a aucun avion qui est tombé sur le Pentagone, on le voit, c'est pas possible qu'il y ait un avion qui est tombé sur le Pentagone, il n'y a aucune trace. Les seules traces qu'on voit sur le Pentagone, à l'intérieur, on trouve quand même des traces de la turbine. Du devant de la turbine qui est en attends, regarde, j'ai un trou là. Non, pas en tungstène, c'est en titane, voilà, merci. C'est en titane, donc le titane, il commence à bouger à partir de 1700 degrés, donc on retrouve les éléments. Et dans tous les crashs d'avion, on retrouve les moteurs. Là, on l'a retrouvé. Il se trouve, on a retrouvé un devant le réacteur. On l'a retrouvé, il existe, on a des photos. Je pensais qu'on allait les montrer, mais on les a vues très rapidement. Il existe. Mais malheureusement, ça ne correspond pas du tout à un réacteur de Boeing. Donc, ce qui est tombé sur le Pentagone, en tout cas, c'est pas un Boeing. Bon, la seule chose qui se rapprochait le plus au niveau réacteur, ça correspondrait à un réacteur d'un drone. Il y a des Américains qui ont posé des questions à ce sujet-là, et il faut savoir que les drones, en 71, étaient tous basés dans une seule base aux États-Unis. Ils ont fait ça tout simplement à l'américaine. Ils ont téléphoné au colonel de la base pour lui demander si les drones étaient bien là-bas. Le colonel a répondu oui. Et combien il y avait de drones? Il y avait effectivement 6 drones. Il y avait 6 drones disponibles sur le sol américain à ce moment-là. On trouvait ça dans différents journaux spécialisés. Comme on dit, on sait à peu près tout, toutes les informations. 80% des informations, on les trouve, n'est-ce pas? Et ils ont posé la question, combien avez-vous de drones à l'heure actuelle sur la base? Le colonel a répondu 4. Il en manque 2. Où sont-ils? Secret défense. Donc, il manquait 2 drones. Donc, l'hypothèse, c'est une hypothèse, parce que tous ces déchets ont disparu, bien sûr. Ils ont été tout de suite emballés, ils ont été mis en dehors de toute commission d'enquête. Quand il y a un crash aérien, en général, on passe beaucoup de temps à retrouver tous les morceaux, à les recoller ensemble et analyser pourquoi il y a eu ce crash aérien. Là, par un miracle, il n'y a eu aucune enquête. Sur les pièces qu'on a trouvées, rien. Sur le World Trade Center, c'est pareil. Une société qui s'appelle Control Demolition a tout balayé rapidement. Il fallait oublier.
conclusion, les enquêtes qui ont été faites par des spécialistes indépendants de la fusion des métaux notamment, ils ont été repiqués dans les décharges des morceaux d'acier, et c'est là qu'ils se sont aperçus que des morceaux d'acier provenant du sous-sol du World Trade Center avaient fondu. Mais ils ont pris des petits morceaux comme ça. Donc, on pose surtout beaucoup de questions pour que des spécialistes s'occupent de ça. La question était plutôt sur la liste des passagers. Ah bah, la liste des passagers. Écoute, bon, l'avion, on ne sait pas ce qu'il est devenu, l'avion. On ne sait pas. On sait qu'il n'est pas tombé sur le Pentagone. On sait en revanche qu'il y a des cadavres qui ont été expédiés à peu près 1000 km de là dans une morgue. Il y a aussi le gouvernement qui a déclaré qu'il avait identifié les corps. En fait. Le gouvernement a déclaré qu'il avait retrouvé les cadavres. Le motif de cet énorme crime-là, quel est-il alors? Pardon? Le motif. Pourquoi cet énorme crime? Puisque vous nous l'avez déclaré comme ça. C'est un énorme crime qu'il y aurait eu. Juste pour finir sur les corps, quand même, le gouvernement a déclaré. Le gouvernement a dit que donc le Boeing avait disparu à cause de l'intensité de l'explosion, enfin de la combustion. Mais par contre, on avait identifié les corps, tous. Alors, il y a 20 tonnes d'acier qui disparaissent à cause de la combustion, alors qu'on sait que l'acier... Donc, c'est pas le cas. Officiellement, c'est tous qu'on avait tous identifié. Voilà. Donc, avant d'essayer, mais de répondre pourquoi, non, ça serait un peu rapide, mais on pourra essayer après. Il faudrait dire aussi que... Je vous passe la parole tout de suite, monsieur là-bas. Non, mais en fait, vous avez répondu quasiment à la question que j'avais, mais personne ne l'a dit dans la salle, mais vous suggérez que les États-Unis ont attaqué leur propre bâtiment. On est d'accord là-dessus. Personne ne l'a dit dans la salle, là. Si vous voulez mon opinion, c'est la mienne. D'accord. Et c'est pas les États-Unis. C'est un groupe qui n'est pas nouveau, qui existe depuis longtemps aux États-Unis, qui est arrivé au pouvoir au bout de quelques années, qui a exercé le pouvoir dans différentes administrations républicaines, qui ont été formés par un certain nombre d'intellectuels un peu particuliers, américains, avec des philosophies un petit peu bizarres, qui sont arrivés au pouvoir et qui, pour de multiples raisons, et pas seulement des raisons de pétrole, et pas seulement des raisons financières. Il y a eu des raisons financières, il y a eu des raisons militaires. Essentiellement pour une raison de pouvoir, de dominer, que les États-Unis, eux, je parle d'une oligarchie, je ne parle pas des États-Unis, je ne parle pas du peuple américain, je ne parle pas de l'entier gouvernement américain, parce qu'il n'était pas du tout au courant, je ne parle pas non plus de l'armée américaine. C'est un groupe d'individus qui sont représentés dans l'armée américaine, dans les FBI, dans la CIA, à la NSA, à la NRO, qui sont installés au pouvoir dans toutes les organismes de pouvoir depuis la fin de la guerre des États-Unis, enfin la fin de la dernière guerre, 45, celle-là. Ils ont commencé dans l'administration Eisenhower, ils ont continué dans l'administration Nixon, ils se sont développés avec Reagan, ils ont eu un petit problème avec Carter, et ils ont eu un petit problème aussi avec Bush Ier. Le père Bush, ancien, qui fait partie, mais pas directement de ce groupe, mais dans un groupe qui est parallèle, n'a pas complètement marché dans leur combine pendant un moment, mais ils sont arrivés au pouvoir. Oui, je dis ça. Et si vous voulez avoir de plus de développement sur ma façon de penser, et puis sur d'autres façons de penser, je vous invite à lire un livre qui s'appelle La fabrique de la terreur Made in USA, qui est fait par un journaliste américain qui s'appelle Webster Tarpley. Vous pouvez noter, on le trouve en France, il a été traduit en français, il a été écrit en 2004. Il est là, vous voyez. Vous pouvez le trouver à la librairie Le Grain des Mots, vous lisez ce livre, tout est argumenté dedans, et vous avez une collection de sources énorme. Bon, mettons, si c'est une oligarchie, comme vous dites, qui a provoqué la chute des tours, quel était son but
ultime de faire cette... Est-ce que c'était vraiment de préparer une guerre entre guillemets, le terrorisme, ou est-ce que c'était quelque chose d'autre qui se développe lentement? Bien. Vous avez employé le mot terroriste, c'est la première à employer ce mot dans cette salle. Bien. Il y a des choses qui sont dites dans ce film avec lesquelles je ne suis pas du tout d'accord. Ça, on peut en parler après. Quand on parle du terrorisme, il y a d'abord une chose. Al-Qaïda, la fameuse organisation Al-Qaïda. Comme on dit dans ce film, comme beaucoup de gens le savent, c'était donc effectivement, ça veut dire la base, c'était organisé par les Américains contre les Russes. Voilà. Bon. Mais quand on parle maintenant de Al-Qaïda comme réseau terroriste international, c'est parfaitement faux. Ça n'existe pas. En un mot, Al-Qaïda n'existe pas. Il y a un film de 3 heures qui a été tourné par la BBC. BBC, connu, n'est-ce pas, par un certain Curtis. Bon. Et dans lequel il explique toute l'historique du mouvement des extrémistes islamistes. Et on s'aperçoit que, d'abord, depuis une centaine d'années, même un peu plus longtemps, pas les États-Unis, la Grande-Bretagne a toujours manipulé une partie des extrémismes musulmans, des musulmans, pour diviser les opposants dans son empire. Ça a toujours été fait, ce sont des grands spécialistes, et donc il y a des traces, il y a des documents qui sont écrits partout, d'histoire, enfin, des choses qui sont incontestables, qui sont des choses officielles, n'est-ce pas? Et donc vous retrouvez les informations dans ce documentaire de 3 heures qui a été fait par la BBC officielle d'un certain Curtis. Vous tapez ça sur Internet et vous verrez et vous écouterez les arguments qu'il vous donne. En fait, Al-Qaïda n'existe pas. Il y a le centre de terrorisme islamiste, si vous voulez, ça se trouve plutôt à Londres. Et il y a 2 mosquées à Londres, une à Brixton et une à Fitzbury, dans lesquelles il y a des allumés, qui sont des mollahs allumés, qui bien sûr, appellent à la guerre contre l'Occident. Et ça fait des années qu'ils sont là. Ça fait des années que dans les gens qui visitent ces mosquées, on trouve des gens qu'on accuse de faire partir Al-Qaïda. Il y a beaucoup qui sont cités dans le film, qui proviennent de ces gens-là. Il se trouve aussi que, notamment dans l'attentat du World Trade Center, le premier attentat en 1993, la personne qui est soi-disant financée dans ce film les attentats du 11 septembre, eh ben, c'était lui qui a organisé les premiers attentats en 1993 contre le World Trade Center, en mettant des bombes, il y a des bombes qui ont éclaté dans les caves, dans les sous-sols du World Trade Center. Et il se trouve que ce brave monsieur, alors qu'il était enregistré comme un terroriste international, eh bien, il est quand même rentré aux États-Unis sans aucun problème. N'est-ce pas ? Et il est reparti des États-Unis sans aucun problème. On dit qu'il s'est réfugié, donc sans aucun problème. Il faut savoir que le circuit du terrorisme islamique démarre en Angleterre. Notre Massaoui, français, s'est fait couillonner. C'était un lampiste qui était sous le bras. Démarre en Angleterre. Les gens vont s'entraîner dans des camps aux États-Unis, notamment au camp de Fort Bragg. Fort Bragg, c'est le camp où s'entraînent les bérets verts américains, les légions françaises, tous les troupes spéciales de l'OTAN s'entraînent à Fort Bragg. Bon. Et beaucoup de gens, de ces terroristes, ont été entraînés là-bas. Après, ils sont rien à la nature. Alors maintenant qu'ils aillent se balader en Afghanistan, qu'ils aillent se balader en Pakistan, c'est facile. Et en plus, à partir du moment où on le dit partout qu'il existe Al-Qaïda, partout qu'il y a ce terrorisme islamique, eh bien vous avez des allumés qui vont en profiter, n'est-ce pas? Il n'y a aucun problème. Des malades, des fanatiques, il en existe partout. On en a parfaitement en France aussi, n'est-ce pas? Donc on sait où on peut en trouver. Bon. Et il y a toujours des fous qui sont prêts à faire ça. Donc il suffit, ce sont des gens qui sont extrêmement faciles à manipuler. Ça vous étonne peut-être, mais par exemple les attentats de Londres, ce sont des attentats qui sont tout à fait surprenants, parce que le jour où il y a eu cet attentat à Londres, il y avait encore une manœuvre de la police britannique, justement pour détourner, pour s'entraîner en cas d'attentat dans le métro londonien.
quelle coïncidence, n'est-ce pas? C'est pas moi qui dis ça. C'est la société privée qui était chargée de faire ces manœuvres. Le directeur de la société privée a déclaré sur la BBC le lendemain, on peut retrouver sa déclaration facilement, écoutez, nous sommes arrivés là, et puis on était payé par Scotland Yard et par Londres pour faire cette chose-là, et d'un seul coup c'était des vrais attentats. Il y avait des gens avec nos uniformes. Voilà. Bon, c'est pas lu. Ça a été déclaré au public, et on retrouve toutes ces choses sur la BBC. Alors, la finalité de cette chose-là, il y a des gens qui ont des idées? Alors moi j'ai juste une petite question sur ce que vous venez de dire. Alors si Al-Qaïda n'existe pas, est-ce qu'il y a effectivement un réseau terroriste quand même qui est capable de s'organiser et d'agir de manière internationale? S'il n'y a pas d'Al-Qaïda, est-ce qu'il y a quelque chose quand même? Est-ce qu'il y a une organisation? Oui, elle s'appelle la CIA. Je suis désolé de répondre comme ça. Il y a effectivement, et il y a de nombreux attentats, parce que le 11 septembre, ça n'a pas débuté le 11 septembre. Il y a eu les attentats du World Trade Center. Bon, il y a eu les attentats à Oklahoma City. Vous vous souvenez peut-être, en 95, il y a un immeuble de la CIA qui tombe à Oklahoma City. Soi-disant, on avait mis devant une voiture avec de l'explosif donc agricole qui a sauté et qui a fait tomber toute la façade de l'immeuble. Il y a eu 168 morts. Bon. Et je ne sais pas s'il y a des gens qui ont déjà fabriqué des explosifs. Moi, ça m'est arrivé, il faut faire péter des pierres, comme dans la garrigue, on fait traditionnellement. Dans les vignes, on fait péter des pierres avec des explosifs agricoles. Hein? Eh bien, je vous assure qu'avec de l'explosif agricole, même si vous en bourrez 2 tonnes dans une camionnette, que vous mettez ça devant le trottoir d'un immeuble, bon, vous allez casser les vitres, vous allez peut-être abîmer le rez-de-chaussée, mais c'est tout ce que vous allez faire. Bon. Et par la suite, il y a eu des contre-enquêtes qui ont été faites, on s'est aperçu qu'à Oklahoma City, à l'intérieur de l'immeuble de la CIA, il y avait des explosifs qui ont passé. Ça a été prouvé par le métal qui avait, par exemple, comme au World Trade Center, qui avait fondu. Bon, alors aussitôt, on a dit à Oklahoma City, ouah, les terroristes, voilà, les salopards. Et manque de chance. Le responsable des attentats de Oklahoma City, c'est un certain McVeigh, qui était un sergent qui travaillait à Fort Bragg dans les troupes spéciales américaines. Bon, bien sûr, il était plutôt nazi. Il faisait partie d'une organisation qui s'appelait les troupes, les troupes Unforth, enfin bon, les troupes secrètes, quelque chose comme ça, avec un journal publié à Fort Bragg, édité à Fort Bragg, et tout le monde pouvait trouver ce journal, n'est-ce pas? Voilà. Bien, voilà. Et après, ce gars-là a dit c'est moi qui suis tout seul responsable de ça. Bon, d'accord. Et puis, avant d'être exécuté, il a changé d'idée. Il a écrit un rapport qui faisait 400 pages que son avocat a remis. Et plus personne n'a jamais entendu parler de ce rapport de 400 pages. Avant d'être exécuté, il avait quand même fait une confession. Ben voilà. Il a disparu à jamais de ça. Et le site était nettoyé par Control Demolition. Oui, c'est ça. Oui, et le site à Oklahoma City était aussi nettoyé par la même société qui a nettoyé les débris du World Trade Center. Est-ce que vous êtes anti-américain? Pas du tout. Pas du tout. Je ne suis pas du tout anti-américain. Hein, j'ai fait mes études dans un lycée international où on parlait plus souvent américain dans la cour que français. C'est un lycée international donc à Saint-Germain-en-Laye où il y avait les troupes de l'OTAN. En plus, il y avait des militaires. Vous voyez? Donc, j'ai un passé chargé et je ne suis pas anti-américain du tout. Pour un peu compléter la réponse, oui. Le mouvement du 11 septembre, la Press for Truth, etc., vient des États-Unis. C'est les Américains qui sont en fer de lance de ce mouvement. C'est pas du tout la France ou l'Europe ou le reste du monde. C'est clair que si vous interrogez un arabe dans un pays arabe, il va être franchement anti-américain. Et c'est pas lui à qui il faut s'intéresser. Il faut aller voir aux États-Unis les mouvements qui sont faits dans les campus des universités. Il faut aller voir les professeurs qui risquent pour leur carrière, qui risquent les militaires qui osent parler. Vous allez voir un site qui s'appelle Patriot Question 911.
Vous avez une liste là-dedans de plusieurs centaines d'officiels, de pilotes, d'ingénieurs, de chercheurs qui racontent leur vision du 11 septembre, c'est à tomber. C'est pas du tout les Européens. Nous avons un Américain dans la salle qui peut témoigner de ce genre de choses, si vous voulez. On veut. Oui, c'est sûr, comme quand on regarde le 11 septembre, le Pentagone, il y a vraiment beaucoup de zones d'ombre, il y a plein de questionnements, on se pose des questions, mais quand on regarde ça un peu en de recul, on se dit, on a des questions, c'est presque un peu divertissant de regarder ça, mais remettre ça en question, ça sert à quoi qu'on discute ce soir finalement? Moi je trouve ça c'est distrayant, ça, oui, il y a ci, il y a ça, mais si tout ça est vrai, il faudrait aller dans la rue, il faut faire la révolution, mais personne ne va faire la révolution, c'est comme ça, on peut parler de la guerre en Irak, on peut faire des protestations pour stopper la guerre, mais revenir sur le 11 septembre et tout, c'est distrayant, mais je veux dire, à quoi ça sert, tu sais, comme Noam Chomsky dit, ça sert à quoi qu'on en discute? C'est comme JFK, c'est comme... Alors, on pourrait dire quelque chose là-dessus, en fait, c'est que quand même, le 11 septembre a servi et sert toujours, et toujours l'unique excuse, l'unique justification à la guerre, justement. Quand on nous a dit l'Irak, il y a des armes de destruction massive, il y a la démocratie qu'il faut appliquer, il y a... C'était quoi la dernière excuse? C'était Al-Qaïda qui est en Irak. Toutes ces excuses sont tombées les unes après les autres. On a vu qu'il n'y avait pas d'armes de destruction massive. On a vu qu'il n'y avait aucun lien avec Al-Qaïda. Le Pentagone l'a reconnu il y a 3 semaines. À peine, hein. Non, mais disons, et tout est justifié par le 11 septembre. Bush, à chaque fois qu'il nous dit qu'il faut renvoyer des troupes, ou qu'il faut aller bombarder l'Iran, c'est à cause du 11 septembre. Il n'y a pas une autre excuse, en fait. Non. Et il demandait à quoi ça sert maintenant. Pourquoi est-ce que je parle? Pourquoi est-ce que j'agis? Pourquoi c'est ça? Est-ce que ça va être utile? Si je pense ici, même que je sois très sceptique, je pense que c'est encore utile. Il se passe à l'heure actuelle l'installation d'un État totalitaire dans le monde entier, n'est-ce pas? Sous prétexte de terrorisme. Parce que tant qu'il y avait les méchants russes, les méchants communistes, c'était d'autres individus. Donc on savait, voilà, c'est lui, il est communiste et tout. Donc vous pouvez les identifier. Et à partir du moment où vous avez la notion, le concept de terroriste, c'est un concept. Le terroriste, c'est qui? On ne sait pas. C'est l'autre. C'est l'autre. C'est votre voisin. Attends, tu peux être terroriste, toi. On ne le sait pas. Tu peux nous dire le contraire, mais on n'en sait rien. Si tu es en pouvoir, moi j'essaierai de venir se faire. D'accord. Sans problème. Sans problème. Mais, conclusion, on instille une peur quotidienne, permanente, chez les individus. Et il y a une explication rationnelle, c'est le terrorisme. C'est, regardez ce qui s'est passé le 11 septembre. Voilà. Donc le terrorisme existe. Donc on peut faire ce qu'on veut. Le Patriot Act aux États-Unis, qui est une loi, est passé le 12 octobre 2001. C'est-à-dire un mois après le 11 septembre. Cette loi de Patriot Act, ça fait je ne sais plus combien, une centaine de pages, mais en tout cas c'est quelque chose de solide. Et ce qui veut dire, vous demandez à n'importe quel juriste qui fait du droit constitutionnel, il dit que pour écrire une loi comme ça, il faudra au moins passer 1 an, à une dizaine de juristes pour bien... Bon, ça a été fait en 1 mois. Ça a été fait en 1 mois, et ce qui voulait dire qu'à ce moment-là, le pouvoir américain, la police, pouvait arrêter n'importe qui, le mettre sous clé pendant le temps qu'il désire, et toujours, il y en a qui sont toujours en tôle maintenant. Hein? Bon, et voilà, conclusion, on appelle ça le contrôle des populations. Une fois que les populations sont contrôlées, eh bien écoute, on est en démocratie, on n'est plus en démocratie. On est dans une démocratie formelle, vous votez, mais vous avez intérêt à bien voter sinon vous allez en tôle. Et ça se développe de plus en plus. Elle est là la question, en fait. Le contrôle des populations. Bien sûr. C'est une histoire qui a été montée. Que le 11 septembre, ça soit un coup monté. Mais attends, il n'y a pas seulement le 11 septembre, il y a eu des tas de coups montés dans toute l'histoire. Il n'y a pas que le 11 septembre. Le jour où les États-Unis ont voulu, en 1898, envahir Cuba, parce qu'il y avait des Espagnols qui se gênaient, ils ont fait sauter un navire américain qui s'appelait le Maine. Ça a coulé, avec des soldats américains à bord. Ils ont dit, ce sont les méchants Espagnols.
Maintenant, tout le monde sait que c'est les Américains qui ont coulé leur propre navire, l'armée américaine qui a coulé, mais ça on le sait partout, c'est écrit dans tous les livres d'histoire aux États-Unis. C'est parfaitement vrai. Bon, écoutez, qu'est-ce qui se passe le jour où on fait donc des explosions nucléaires dans le désert du Nevada? On veut savoir ce qui se passe sur les individus. Qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on envoie des troupes, l'armée américaine, comme ça, se cacher dans des fossés, et au moment de l'attaque, d'explosion de la bombe, il y a eu des milliers de morts qui sont morts. Après, on voulait savoir, est-ce que vous croyez que c'était important pour l'état-major américain? Oh, on ne fait pas d'omelette sans casser des œufs. Voilà. Et effectivement, il y a quand même un groupe qu'on appelle malheureusement, qu'on appelle les néoconservateurs. Ça représente des différentes tendances qui sont effectivement dans les arcades du pouvoir aux États-Unis, comme je disais tout à l'heure. Bon. Et ils sont organisés donc en différentes associations, les fameux réservoirs de pensée. On peut dire que le papa de tout ça, c'est un certain Andrew Marshall, qui exerce toujours au Pentagone, donc, et qui a eu comme élèves des gens comme Wolfowitz, des gens comme Rumsfeld, des gens comme Rove, des gens comme Pearl, et donc qui sont les individus qui sont la cheville ouvrière, des gens comme Cheney, qui sont la cheville ouvrière du pouvoir Bush, en plus d'autres, et qui ont été mis en position. Il faut savoir que à l'origine, ces néoconservateurs, cette petite bande, c'était des trotskistes révolutionnaires. Il ne faut pas oublier ça, mais à l'américaine, vous savez, donc on trouve beaucoup d'anarchistes qui croient en Dieu, donc il y a des choses un peu différentes. Et ils sont tout à fait influencés par un penseur qui s'appelle Leo Strauss, qui lui-même était très influencé par Carl Schmitt. Carl Schmitt, je ne sais pas si vous savez, c'était quand même quelqu'un qui était très proche du pouvoir nazi. Et donc, de proche en proche, comme ça, il y a eu un développement d'une sorte de nihilisme. Ils font partie d'une élite qui sont capables de gouverner le monde, et avec un profond mépris pour le Bugenpig, pour vous et moi, et même pour les autres fonctionnaires du gouvernement. Ils sont carrément tapés. Ils sont au pouvoir. Voilà. Et donc, ils ont le pouvoir de tout organiser, tout ce qui s'est passé quand même. Hein. Et pas seulement en septembre. Moi, je suis en septembre, bon, il y a eu 3000 morts, d'accord, mais tout ce qui est mort qu'il y a par la suite. Parce que c'était le démarrage de guerre et puis d'installation d'un pouvoir qui va être de plus en plus important, n'est-ce pas? Oui, pour rebondir là-dessus aussi, et sur à qui profite le crime, donc qui sont ces oligarques qui ont manigancé ça, il faut absolument en parler et connaître le Project for the New American Century. Vous devez connaître sans doute un think tank, un Project for the New American Century, le projet pour le nouveau siècle américain. Alors ce think tank, c'est un groupe de réflexion donc, et son projet, enfin son but d'existence, c'est de promouvoir la domination du monde américain. Alors la domination du monde militaire, économique et idéologique, c'est ce qu'ils disent directement dans leur déclaration de statut en fait. Ouais. Parce que c'est une domination qui profite à l'Amérique et qui profite aussi au monde entier. Et donc ces gens-là font partie de ce think tank Jeb Bush, le frère de George Bush, Paul Wolfowitz, William Kristol, le fondateur du mouvement néoconservateur. Il y a aussi Dick Cheney, le vice-président des États-Unis. Il y a aussi Elliot Abrams, enfin des théoriciens néoconservateurs, donc qui sont très straussiens en fait. Et donc ce groupe néoconservateur, enfin ce think tank néoconservateur, le PNAC, était créé en 1998. Et en septembre 2000, donc un an avant le 11 septembre, ils ont publié un dossier qui s'appelle Rebuilding America's Defenses, reconstruire la défense de l'Amérique. Et donc dans ce texte, ils exposent la méthode qu'ils envisagent pour accéder à cette domination du monde. Donc d'abord ils font un constat du sous-dimensionnement de l'armée américaine et des moyens militaires. Donc ils disent si on veut dominer le monde, il faut augmenter drastiquement les dépenses militaires, s'armer, parce que là on est très peu armé, on est très vulnérable. Il faut qu'on puisse mener plusieurs guerres majeures de front. Il faut qu'on
prennent possession des territoires qui contiennent des ressources, entre autres énergétiques, qui sont critiques pour les États-Unis. Ils ont écrit ça en 2000, en septembre 2000, et à la fin de ce texte, ils disent, après avoir décrit toute cette politique militariste et hégémoniste, ils disent « Cette politique réganienne volontaire sera longue à mettre en œuvre, à moins qu'il y ait un événement catastrophique et catalyseur, comme un nouveau Pearl Harbor. » Donc c'est annoncé en septembre 2000. En 2001, on a le 11 septembre, qui, comme vous avez vu, est très discutable. Et à quoi a servi le 11 septembre, en fait? À faire la guerre. Donc moins d'un mois après, je sais pas si vous avez vu, le 8 octobre 2001, donc même pas un mois après le 11 septembre, ils envahissent l'Afghanistan. 3 ans après moult tractations et mensonges devant l'ONU, ils envahissent l'Irak pour des fausses raisons, après avoir menti. Et donc aujourd'hui, en 2008, qu'est-ce qu'on a comme constat? On a eu le 11 septembre, on a eu l'Amérique qui s'est endettée 50 fois, je ne sais plus exactement les chiffres, mais à 500 et quelques milliards d'endettement, peut-être même beaucoup plus, pour développer l'armée en fait, et les contingents, déployer les armes et tout. Et qu'est-ce qu'ils ont fait concrètement? Eh bien, ils ont pris possession de l'Irak, ils ont pris possession de l'Afghanistan pour que le déploiement des pipelines par la société Unocol texane se fasse de la façon dont eux souhaitaient en fait. Parce que un truc qu'on sait pas trop beaucoup, c'est qu'en 99, il y a une délégation de talibans, donc d'Afghanistan, qui étaient souvent en Afghanistan en fait, qui sont allés au Texas voir Unocol, une société pétrolière, pour construire des pipelines en fait en Afghanistan pour pouvoir exporter à l'est et à l'ouest les ressources de gaz naturel de l'Afghanistan en fait. En 2001, on a eu donc une opération de conquête de l'Afghanistan plus ou moins. Unocol est revenu en 2002 sur place cette fois, hein, ils sont pas invités par les talibans, ils sont venus en Afghanistan pour construire cette fois un pipeline qui allait dans le Golfe du Sud pour pouvoir exporter ce gaz au lieu de le distribuer aux voisins en fait. Donc là clairement on a une opération de nouveau Pearl Harbor qui sert à prendre possession des ressources énergétiques et à mener plusieurs guerres de front. Donc c'était prédit et c'était prescrit par le CNAC en 2000, septembre 2000, un an avant le 11 septembre, et donc ils ont réussi plus ou moins leur coup quoi. Donc ça c'est inquiétant. C'est analysé. La vérité, quelquefois, c'est très long. J'adore ces sessions parce qu'on peut vraiment apprendre beaucoup, surtout sur la psychologie et la sociologie. Moi, je suis allemand, donc pas français. Donc, je peux pas vraiment... Oui, donc ça c'est aussi vrai pour le service secret. Je connais pas, donc c'est la raison pourquoi je connais pas vraiment la professionnalité des services secrets en France. Bon, il y a quelques exemples, je me rappelle, de détruire des bateaux de Greenpeace et tout ça qui a été, disons, semi-professionnel. Donc, je vous invite, parce que j'adore vraiment aussi comme des idées tournent et les cerveaux marchent, donc, trouver la meilleure explication. Pourquoi un super pouvoir avec des milliards de dollars d'argent, des pouvoirs pour la machinerie militaire, pourquoi ils ne sont pas capables de monter ou de cacher un propre moteur d'un Boeing dans le Pentagone? S'ils peuvent aller à la Lune, avoir des bombes atomiques en fusion, s'ils sont capables d'avoir 2 avions qui quand même crasent dans les tours, de mettre de l'explosif dans le bâtiment numéro 6 ou 7, vous pouvez donc honnêtement, vous croyez vraiment qu'ils sont trop bêtes de mettre le bon moteur dans le Pentagone? Écoutez, la question, vous parlez du super pouvoir des États-Unis. Malheureusement, à part le pouvoir militaire, les États-Unis ne sont pas un super pouvoir. Ils ne peuvent pas exister si ils ne sont pas financés par le monde entier. La dette américaine, on le voit maintenant avec le surplus. Non, je veux avoir je réponds à votre question. Non, c'est pas la réponse. La réponse était comment on explique qu'ils ne sont pas capables de cacher le propre moteur dans le Pentagone. C'est le début de ma réponse. C'est le début de ma réponse. Bien. Pardon? D'accord. Donc. Vous parlez d'un super pouvoir, c'est un super pouvoir. Donc ils ont un problème, ils avaient un problème sans l'armée, ils n'ont pas le super pouvoir, ça n'existe plus. Ils doivent protéger le dollar. Bon. Maintenant, pourquoi ils ne cacheraient pas un moteur dans
dans le Pentagone. Écoutez, vous avez certainement une réponse peut-être mieux que moi. Toujours est-il que le moteur qu'on a trouvé dans le Pentagone, c'est pas un moteur de Boeing. Voilà, on n'en a trouvé qu'un seul, et c'est pas un moteur de Boeing, et c'est un moteur qui correspond à un certain nombre de normes qui proviendraient d'un drone. Voilà, c'est tout. Ils l'ont pas fait. Et les images sur le Pentagone qui ont été prises juste après le crash du Pentagone ont été prises par un amateur, qui ont été après rachetées par Associated Press sur le Pentagone. Voilà, c'est ça. Maintenant, un super pouvoir. Daniel, oui. On peut aller un petit peu plus loin aussi, on peut se demander pourquoi ils ont osé dynamiter des immeubles en face de tout le monde, qui ont été filmés à la télé, alors qu'on peut très bien voir qu'en 10 secondes, ces immeubles ne peuvent pas tomber sans dynamite. Alors pourquoi ils ont fait ça? Alors moi, je peux me permettre mon humble avis, c'est en parlant toujours de l'état policier mondial qui est en train de s'établir, c'est qu'ils nous ont sorti des bons mensonges, mais ils savaient qu'ils allaient être démontés, ces mensonges, plus ou moins tard. Enfin, plus ou moins tard, quoi. Et donc, l'excuse, c'est peut-être se dire, ben oui, on est des monstres, et oui, on a dynamité le World Trade Center, et oui, on fait un état policier, et oui, on est des nazis, en fait. C'est peut-être ça aussi, ça peut paraître très gros, hein, mais on peut pas croire, s'ils ont réussi à manigancer, donc, le dynamitage des tours, le balançage de missiles sur le Pentagone, et des trucs comme ça, on peut pas croire qu'ils sont suffisamment bêtes pour se dire, oh, on va découvrir nos preuves, oh, on va trouver que le World Trade Center s'était fait dynamiter, et puis on trouvera des excuses jusqu'à la fin, quoi. C'est clair qu'à un moment, ils vont avouer et dire, oui, effectivement, on est des bouchers, et on a les moyens d'être des bouchers. Moi, j'aimerais bien être ce jour-là que je vous avoue, mais en fait, ça marche très bien, leur histoire. Le jour où il y aura l'état policier établi officiellement, je pense qu'ils avoueront. Non, ils avoueront jamais. Jamais. Bon. Il y a un Américain qui a dit une chose, il s'appelait McLuhan, c'est un individu qui a beaucoup travaillé, un universitaire américain, qui a beaucoup travaillé sur la communication. Il a dit, les gros mensonges n'ont pas besoin d'être cachés, parce qu'ils sont cachés par l'incrédulité du peuple. N'est-ce pas? C'est les petits qu'on a besoin de cacher. Et c'est une théorie qui marche très très bien. Regardez le coup du 11 septembre, ça marche très bien. Je n'ai pas répondu à votre question. Non. Non, mais il aurait fallu pas seulement cacher deux réacteurs, il aurait fallu cacher les trains d'atterrissage, les passagers, les sièges, c'est-à-dire un avion, quoi. C'était impossible de cacher un avion là-dedans. Excusez-moi, j'ai pas le micro, mais là, je reviens toujours à mon avion. Ouais. Excusez-moi, je reviens encore à mon avion. Le vrai avion. Bon, on imagine qu'il n'était pas sur le Pentagone. Visiblement, ça laisse des traces. Vous avez montré des photos. Détourné ailleurs. Ailleurs, mais voilà. On a besoin personne ne le voit. On a besoin de cobayes humains pour beaucoup d'expérience. Mais c'est pas le plus compliqué. C'est difficile quand même. Ah, c'est pas compliqué à cacher. Un avion pour une armée américaine. Il faut dire aussi ce jour-là qu'il y avait beaucoup d'exercices qui mettaient en œuvre des avions détournés et des faux écho-radars. Donc, entre autres, on n'a pas trop parlé ce soir, mais les avions qui ont touché les tours du World Trade Center sont vraisemblablement pas des avions de ligne. Parce que d'une part, ils ont des couleurs, non, mais ils ont des couleurs grises, et il y a un petit pod, c'est-à-dire un espèce d'élément militaire qui est attaché sous l'avion, on peut le voir sur plein de vidéos. On peut avoir aussi un petit flash juste avant l'impact des avions. Attends. Non, mais tais-toi, parce que une chose que je veux, excusez-moi de te couper la parole, je veux approfondir la question de monsieur. Parce que monsieur a ouvert un sourire arrogant, en disant arrêtez les enfants, amusez-vous bien. Juste, moi, je sais. Alors, monsieur, vous pouvez m'expliquer, en regardant ces photos que vous avez vues, est-ce qu'il y a un avion qui est tombé sur le Pentagone? Oui, la vérité, c'est ni moi, ni vous pouvez répondre à cette question. Mais moi, je n'ai, comment on peut dire, I don't act as I would know. D'accord. Et je ne raconte pas milliards de différentes facts que personne ne peut prouver ici. Mais attendez. Je dis, je ne sais pas. Et je pense que ça, c'est le fait honnête. Et si on dit oui, il y a un avion, ou si on dit non, jamais, je pense que c'est pas honnête. Juste pour finir de répondre donc, par rapport à l'avion qui était disparu, si je disais qu'il y avait des avions détournés et des faux écho-radars, monsieur pour l'avion là, s'il y a des faux écho-radars, ça permet très facilement de détourner un avion de sa trajectoire prévue. Vu qu'il y a plein d'écho-radars et plein de faux avions, qu'est-ce qui empêche de détourner le vol, je sais plus combien, 117 qui s'est craché sur le Pentagone, de tirer un missile et de dire l'avion s'est craché là-dedans. Vu que tous les écho-radars sont plus ou moins mélangés, qu'il y en a des vrais, qu'il y en a des faux, et qu'il y a des vrais avions qui servaient dans l'exercice qui ont été décollés, on peut se dire les vrais avions qui ont été décollés pour l'exercice militaire sont allés se cracher dans le World Trade Center et dans le Pentagone, et les avions de ligne qui ont vraiment été détournés,
seront atterris ailleurs en toute discrétion. C'est pas du tout impossible. Quand on considère le nombre d'exercices militaires qu'il y a en jeu ce jour-là. Je veux encore répondre à cette question. Est-ce que vous avez vu un avion tomber sur le Pentagone, monsieur? Est-ce que dans les photos, il y a des traces d'avion? Moi, je dis non, parce qu'il n'y a pas de traces d'avion, ce sont mes yeux. Vous avez les mêmes yeux. Est-ce que vous voyez une trace d'avion sur le Pentagone? On n'a pas vu un drone rentrer dedans. Je n'ai pas vu un drone rentrer dedans. Bon, on a des photos comme quelque chose qui rentre dedans, mais la trace qu'on a au milieu, ce moteur, c'est pas un moteur d'avion. Donc c'est la trace. Et on a demandé aux pompiers. On a un expert de moteur d'avion, on a un expert de construction bâtiment, on a un expert de radar. Non, c'est pas ça. C'est après plusieurs années de recherche, tu deviens expert, je te promets. Non, mais regarde, attends, juste une remarque. Toi-même, tu réponds à ta question. Tu dis que tu ne sais pas ce qui est tombé dans le World Trade Center, d'accord? Ben, c'est tout simplement ce qu'on dit, c'est-à-dire remettre en question la théorie officielle. Si tu dis que tu ne sais pas, ça veut dire que tu ne crois pas en la théorie officielle. Donc tu la remets en cause. Donc bienvenue au club. Non, mais il y a quand même... Croire veut dire ne savoir pas. Voilà, on ne sait pas. Voilà, on ne sait pas exactement. C'est pour ça que je te dis que ça pose plus de questions que ça n'amène de réponses. Est-ce que 12 tonnes d'acier peuvent avoir été pulvérisées avec la chaleur du kérosène? Il suffit d'appeler ton professeur de physique préféré, tu lui poses la question et il te répondra. En dehors de ça, en fait, honnêtement, c'est juste ça serait super bien si le monde serait assez facile. Eh ben, si je te promets, c'est aussi facile que ça. Appelle ton professeur de physique, demande-lui est-ce que 12 tonnes d'acier. D'accord, mais sans aller si loin, en fait, on nous dit un Boeing s'est craché sur le Pentagone. Si on avait dit un paquebot s'est craché sur le Pentagone, on aurait autant de preuves que ça en fait. On nous dit un Boeing s'est craché sur le Pentagone, il n'y a pas de traces de Boeing, et les dégâts sont incompatibles avec un crash de Boeing. Ce qu'on a vu très légèrement tout à l'heure, je ne sais pas si c'était bien expliqué, mais en gros vous avez le Pentagone, il est construit de 5 anneaux concentriques de bâtiments, donc 5 anneaux qui ont un mur en béton armé à droite, un mur en béton armé à gauche, et l'objet qui a frappé le Pentagone a traversé 6 murs en béton armé, en laissant un trou de 3 mètres de diamètre environ. Alors ça, un Boeing, on est sûr, ça peut pas faire un dégât comme ça, parce que justement le nez est en carbone et contient des radars et des exosquelettes très fragiles. Et puis de toute façon, si c'est un objet qui avait creusé ce trou, peut-être l'objet qui a creusé le trou, si c'est un objet physique et si c'était pas un souffle d'explosion, cet objet serait là, on pourrait le retrouver. Si c'était un moteur d'avion, il aurait creusé le trou, il serait arrêté ensuite après le trou. On est d'accord là-dessus quand même. Et le truc, c'est que les dégâts dans le Pentagone, quand il se fait attention, c'est incompatible avec un crash d'avion, avec un crash de paquebot, avec un crash de mouton. Donc on peut nous dire n'importe quoi, mais quand même, si on les croit sur parole, effectivement on se dit il faut pas raconter n'importe quoi. Mais si tu crois, essaie de croire à ce qu'ils disent, tu te rends compte que c'est pas possible en fait. Le prof de physique parle de impulse, parce qu'on a dit il faut demander les professeurs de physique, et l'impulse c'est une valeur physique qui est en relation avec la masse et la vitesse. Bien sûr. Et par exemple, une poulet peut facilement traverser plus un avion de chasse. Si les deux sont assez vite. Bien sûr, mais c'est pas le premier. Disons, c'est pas le premier Boeing qui se crache sur un avion en fait, sur un bâtiment en fait. C'est surtout ça le truc. Ils peuvent nous dire tout ce qu'ils veulent. C'est pas le premier Boeing qui se crache sur un bâtiment. Les photos d'autres Boeing qui sont crachés sur ce bâtiment, on les a. On a retrouvé des morceaux, des queues, des moteurs, des sièges, des trains d'atterrissage, des bagages, des corps. Au Pentagone, il y a rien. Il n'y a pas un bagage. Il n'y a pas un morceau d'aile, il n'y a pas un train d'atterrissage, il n'y a rien. Ils auraient pu nous dire que c'est un paquebot, ou c'est un mouton, ou c'est ma soeur. Pareil, pas plus de preuves, pas moins de preuves. Quoi. Il y a une question devant là. Excusez-moi, je ne parle pas français très bien. J'ai une question plus générale. Vous avez dit des politiques américaines, des politiques domination Amérique du monde. J'ai écouté l'opinion que la stratégie américaine, maintenant, c'est la stratégie, il vous dominer par par chaos. Et il crée chaos, et la guerre dans l'Irak, la guerre dans l'Afghanistan, c'est l'exemple. Vous êtes d'accord avec ces opinions? C'est une théorie, je n'ai pas encore d'opinion là-dessus. S'il y a des gens qui ont des opinions ici. Divide for Conquer, c'est quand même une des théories les plus anciennes pour dominer. Par rapport à l'Irak, on peut dire quand même quelques mots. C'est que donc on sait que la situation ethnique n'est pas très stable. Il y a les chiites au sud, les sunnites au milieu et les kurdes au nord. Donc on savait que ça tenait par un équilibre assez délicat, disons.
Et depuis qu'ils sont entrés en Irak en 2003, ils plaident l'incompétence, les erreurs. Il y a même quelqu'un qui, je ne me rappelle plus exactement qui, mais un général qui est intervenu là-bas, qui a dit toutes les erreurs qui étaient possibles à commettre, on les a commises en fait. Donc il faut voir les arguments qu'ils nous avancent pour le 11 septembre et pour la guerre en Irak, le chaos qu'ils ont créé en allant en Irak, c'est les mêmes, c'est l'incompétence, le 11 septembre c'est ça, leur terme officiel c'est l'incompétence, l'incompréhension, c'était trop le chaos, donc on n'a pas réussi à faire face. Et en Irak c'est pareil, c'est l'incompétence, c'est le machin, c'est... Donc si on voit l'Irak par rapport à la théorie du complot qui dit qu'ils sont allés là-bas pour le pétrole essentiellement et pour la thune et pour autre chose aussi, qu'est-ce qui se passe en Irak ? Le pétrole coule à flot, les compagnies sont là pour assurer que les pipelines sont toujours remplis et tirent du pétrole vers l'Occident, donc la guerre en Irak est un succès en fait. Ils nous disent sur les télés c'est un échec parce que la démocratie n'est pas là, parce qu'on a des morts, ok. Mais au niveau du pognon et du pétrole, il y a tout ce qui marche bien, donc ils ont réussi leur coup de prendre du pétrole en Irak. La question la plus générale, déjà ce film, c'est l'exemple de chaos informatique. Dans les pays démocratiques, dans les États-Unis, mais c'est le chaos informatique, c'est beaucoup de désinformation, c'est beaucoup de répandu sans, beaucoup de questions sans réponse. C'est le chaos. À propos juste de l'Irak et du pétrole, est-ce qu'il ne suffisait pas d'aller serrer la main à Saddam Hussein? Quel était l'intérêt d'aller faire la guerre avec Saddam Hussein? Moi je me pose la question. Est-ce qu'on va serrer la main à Kadhafi? On va serrer la main assez facilement à des dictateurs. Aucun intérêt à aller faire la guerre en Irak. Sauf si la politique nationaliste. Parce qu'il faut savoir qu'il y a eu de la guerre contre l'Irak en 91, je crois, de Bush père en fait. Et après il y a eu une dizaine d'années d'embargo en fait. Donc plus de médicaments, plus de bouffe, plus de fournitures étrangères. Donc appauvrissement total, et donc peut-être que Saddam Hussein n'était pas très d'accord pour faire copain-copain. Si je peux intervenir pour te répondre, en fait, je suis juste derrière toi à ta gauche. Saddam Hussein était justement en train de... Il s'était fait couillonner par les Américains en invadant... parce qu'il avait eu en fait, il était allié des Américains, on est d'accord, avant. Il s'était fait couillonner pendant la première guerre parce qu'il avait un accord avec eux pour envahir les pays voisins, sauf qu'ils sont venus l'attaquer quand même. Et il était en train de redistribuer les richesses nationales. Non mais ça c'est nationalisé. Et donc c'était... Non mais je veux dire, c'était plus du tout. Et il était sorti du cercle des dictateurs, même des Américains, c'est ça que je veux dire. Non mais je veux dire, on est en permanence dans des suppositions. Mais c'est pour ça que je vous dis, il faut arrêter de chercher les coupables, les motifs. En fait, on n'a pas les moyens de savoir. Tu disais, je sais pas qui disait, que c'est vrai qu'il suffisait de serrer la main à Saddam Hussein. Certes. Mais là, le concept qui a été inventé, c'est quand même le concept de guerre contre le terrorisme qui est quand même réutilisable à souhait partout sur la planète. Demain, c'est l'Iran, après-demain, c'est un autre pays. Pourquoi pas l'Europe après-demain? Non mais attends, juste pour concentrer sur la question de monsieur, il y a aussi un élément qui est pas très connu chez nous, c'est que Saddam Hussein, en avril 2000 je crois, il a décidé de vendre le pétrole plus en dollars, dans des autres monnaies, l'euro, le yen. Donc ça c'est ce qui est en train de se passer un petit peu aussi au Venezuela et en Iran avec la bourse du pétrole. Donc c'est que ces gens-là se détachent du dollar pour vendre le pétrole. Et ça, les États-Unis, si alors ça c'est garanti, hein, si les États-Unis n'ont plus le monopole de la monnaie d'achat de pétrole, ils sont morts quoi. Excusez-moi, pardon, je suis désolé. Il me semblait qu'il y avait un embargo sur le pétrole en Irak en 2000. En 2001, il n'y avait pas d'embargo sur le pétrole. Donc, il y avait un embargo théorique, il y avait un embargo qui n'était pas au niveau pratique. Il y avait à ce moment-là, en 2001, un accord signé sous l'égide de l'ONU de pétrole contre nourriture. Et c'était géré par la banque française BNP Paribas. Et on le sait, ils ont... Et voilà, d'accord, ils ont fait beaucoup d'argent là-dessus, il y a eu beaucoup d'argent qui sont sortis donc clandestinement, qui ont été détournés, donc voilà. Simplement, je voulais dire que l'existence du dollar américain dépend exclusivement du fait que le pétrole est vendu en dollars américains. Ce n'est pas une supposition, c'est une réalité. En 1973, il y a eu cette fameuse crise du pétrole. Tout le monde appelait ça une crise mondiale, et d'un seul coup, les économies mondiales ont subi un choc, n'est-ce pas? En fait, en 1973,
cette augmentation de 400% du prix du pétrole a été organisée par Lord Rothschild, donc des banques anglaises, avec les banques américaines, donc Rockefeller notamment, et la Citibank, etc. Bon. Parce que il y avait beaucoup d'exodollars. Donc depuis 71, Nixon avait supprimé l'étalon, enfin donc la garantie du dollar sur l'or. Donc les monnaies étaient flottantes. Donc il y avait énormément de dollars en dehors des États-Unis, beaucoup plus que ce que la banque américaine pouvait rembourser. Notamment, il y en avait énormément en Europe et notamment en Allemagne. Il fallait savoir qu'à cette époque-là, l'économie européenne était en bien meilleur état que l'économie américaine, donc ils s'exportaient énormément. Donc si, et il y a eu des possibilités si les détenteurs de dollars demandaient leur remboursement, ils s'adressaient aux États-Unis, les États-Unis étaient incapables de rembourser, absolument incapables. Le meilleur moyen, c'était donc d'augmenter le prix du pétrole, donc de 400%, multiplié par 4, n'est-ce pas? Ce qui permettait donc aux producteurs de pétrole de vendre beaucoup plus cher le pétrole, notamment à l'Europe, qui dépendait essentiellement du Moyen-Orient. Il y a eu un accord pour que l'argent, la plus-value, les pétrodollars à ce moment-là, soient retournés dans les banques américaines, notamment la Chase Manhattan et les banques du Citigroup et les banques de la Cité à Londres. Ce qui d'un seul coup épongeait une grosse partie des devises, des exodollars dans le monde et les remettait dans le circuit américain. Donc c'est ça. Et sans ça, le dollar tombait. Quand effectivement Saddam Hussein a voulu, ça c'est pas une supposition, c'est une preuve, on le sait partout, ça existe, a voulu que une partie du pétrole soit payée en dollars, seulement une partie, pas tout. Hein, bon. Quand l'Iran a voulu faire de même, et ainsi de suite, ça posait un énorme problème aux Américains au niveau défense de la devise américaine. Parce que le jour où la devise américaine, comprenez, la devise américaine c'est la devise de réserve, donc ils font autant de devises qu'ils en veulent. Autant. Pour eux, c'est pas de la dette. C'est leur monnaie, c'est notre problème. Parce qu'ils en font autant qu'ils veulent. Et puis après, ils la distribuent. Ils n'ont pas de dette. Mais si d'un seul coup, ils doivent y mettre leur devise contre de l'euro, par exemple, eh ben, ça pose un réel problème. Parce qu'ils sont en faillite. Les États-Unis sont en faillite totale. Ils dépendent exclusivement des investissements étrangers aux États-Unis. Et à l'heure actuelle, ils dépendent exclusivement des bons du Trésor détenus par la Chine. Et un petit peu le Japon. Vous imaginez quelle situation? Il y avait une autre question, je crois. Ah oui, désolé, encore moins. Alors, juste du coq à l'âne, pour revenir sur le 11 septembre, est-il possible que en fait, le déroulement des événements soit en fait le fruit d'un... Pas seul, enfin, ça va être un peu loin, mais pas le fruit d'une réelle volonté de l'État des États-Unis à provoquer ce 11 septembre, mais plutôt d'une espèce d'incompétence alliée ensuite à de l'opportunisme par des différents groupes, et où ça je pense que ça apparaît assez clair. Est-il possible qu'il n'y ait pas une réelle volonté de créer ce 11 septembre? Apparemment, dans la deuxième partie du film, c'est ce que ça suppose, c'est-à-dire avec les bombes, et par exemple, si c'est pas un avion, est-ce que ça peut être un drone, mais pas piloté par l'état-major américain? Donc je finis juste, par exemple, on voit par analogie des catastrophes aussi grosses, un peu comme disait le mensonge le plus gros est facile à est-il, par exemple, avec Katarina, par exemple, où on a vu que un ouragan, quand il s'était allié à de l'incompétence réelle et de l'opportunisme, parce qu'il y a des gens qui se sont fait de l'argent sur les inondations de l'ouragan, est-il possible, donc ma question, désolé, est-il possible que ce soit juste ça? Sinon, c'est ce que la thèse qui semble, voilà, quels sont les arguments vraiment, je dirais, que vous avez assez rapidement, mais
les arguments assez peu discutables, résumés, enfin tous les arguments mis bout à bout. Bien, j'ai compris votre question. Bon, ils veulent tendre à nous faire croire que c'est de l'incompétence. On pourrait dire oui, c'est de l'incompétence. Mais... Pardon, je vous interroge. Des arguments qui diraient que c'est vraiment une volonté. Bien sûr. J'avais compris votre question. Bon, et c'est là où je ne partage pas du tout l'opinion de ce film. Ils tendent à croire que c'est de l'incompétence, qu'ils ont mal surveillé, etc., etc. Bon, il y a une chose qui me gêne beaucoup. Et je vous donne, j'ai plusieurs arguments, mais je ne vous donne qu'un seul. Comment se fait-il que ce jour-là, il y ait 6 manœuvres militaires qui étaient organisées sur les sols des États-Unis? Attendez, c'est plus de l'incompétence, c'est que comment se fait-il? Une vraie preuve, enfin, pas seulement, c'est trop gros pour être vraiment. Par exemple, autant le coup du Pentagone, ça me plaît bien. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais des choses dans ce genre, vraiment des choses, pas seulement, mais c'est trop ahurissant pour être vrai. Juste, il faut réfléchir à cet argument parce qu'il paraît un peu crétin comme ça, mais il faut vraiment réfléchir. Les tours se sont effondrées en 10 secondes, et c'est le temps que mettrait un objet pour tomber de la hauteur d'une tour. 415 mètres de haut, la loi de la chute libre nous dit que ça tombe en 9 secondes 22. Là, les bâtiments sont tombés en 10 secondes. Ça veut dire que les parties inférieures n'ont pas offert plus de résistance à la chute des parties supérieures, elles n'ont pas offert plus de résistance que l'air. Ça veut bien nous dire ça, hein? Non mais franchement, ça veut bien dire ça. 10 secondes de chute. Moi je comprends rien. Moi, vous avez des arguments, on a l'impression que vous êtes ingénieur des ponts et choses. Non, mais non, c'est pas une question. Bon, non, attends, je vais te donner une image. Cette basket tombe dans l'air. Non, attends. Non, mais franchement, non, mais. Non, mais soyons d'accord. Cette basket tombe dans l'air comme ça. Si elle tombe à travers la Seine à cette vitesse-là. Non, mais d'accord. Non, mais attends, écoute, s'il te plaît. Si elle tombait à travers la Seine à cette vitesse-là que tu l'avais tombée à travers l'air, ça veut dire quoi? Que la Seine n'a pas offert plus de résistance que l'air. On est d'accord là-dessus en fait, non? Non, mais ça veut dire qu'il y a quelque chose qui a aidé à baisser la résistance. Est-ce que leur argument, parce que là je joue l'avocat du diable, hein, c'est très bien, c'est très bien. Je le fais bien, oui. Est-ce que leur argument de dire les bases, la structure métallique a fondu du fait du kérosène, on s'en sait rien, est-ce que ça, c'est un combat est-ce que c'est vraiment pas possible? Est-ce que même tiré par les cheveux? C'est absolument impossible. Il y a des physiciens. Je suis verrier. Je travaille les températures à plus de 1450 degrés. Je contrôle mes fours moi-même. C'est absolument impossible. Je ne peux pas faire fondre du verre avec du kérosène. C'est pas possible. Mon verre, il fond à 1100 degrés. En plus, on avait déjà organisé une projection le 12 décembre dernier. On a eu un pompier qui nous a dit que les bâtiments habitables sont réputés tenir 2 heures au feu. Okay, la tour 2, qui était touchée en deuxième par un avion, s'est effondrée au bout de 50 minutes de combustion. Voilà. L'acier, c'était de l'acier certifié qui devait tenir à 1200 degrés plusieurs heures, et le kérosène brûle à 900 degrés s'il n'est pas violemment alimenté par des souffleries et tout comme ça. Et on peut voir sur le World Trade Center que les feux n'étaient pas du tout vivaces, il y avait une fumée épaisse noire, pas de flamme. Et si le feu était... Bon, ok. Si le feu... Non, mais justement... Je valide l'argument. Si le feu était vivace... Est-ce que vous auriez d'autres arguments? Si le feu était vivace, par exemple, comme la tour Windsor qui a cramé à Madrid en 2005, pendant plus de 26 heures, sur une quinzaine d'étages, on a les photos, les images à Windsor, Madrid, tu peux te renseigner, elle a cramé pendant plus de 26 heures, il n'y a pas un seul étage qui est tombé. À la fin, il y avait des poutres du centre, il y avait les étages en béton, mais il n'y a pas eu d'effondrement, même pas un début d'effondrement en fait. Est-ce qu'une malfaçon serait possible? Non, parce que c'est des immeubles de la même époque. Non. Mal fait. Il faut étudier le truc en fait. Mais juste, est-ce qu'il y a d'autres arguments? Alors attends, donc peut-être pour répondre à monsieur, alors les arguments, donc en général on développe, on reopen. Il y a la chute des tours en 10 secondes, la basket qui tombe, le World Trade Center 7, qui a pas d'avion, pas d'incendie, tombé en 6 secondes et demie, chute libre. Quatrième argument, c'est le Boeing sur le Pentagone, pas le Boeing. Ensuite, il y a un argument qu'on n'a pas trop montré, c'est les caméras de surveillance qui entouraient le Pentagone. Les bandes vidéo ont été confisquées par le FBI dans les minutes qui ont suivi l'impact sur le Pentagone. Ça, le truc, c'est qu'on n'a vu aucune image du Pentagone. Les images du World Trade Center frappées, effondrées, on les a tous foutues en boucle pendant des semaines. Le Pentagone, on n'a pas eu une seule image. Pourquoi cette différence? Ensuite, l'argument, c'est de dire l'armée n'est pas intervenue pendant 2 heures. Hein.
premier avion détourné à 8h15, qui s'est crashé, jusqu'à 10h, aucune intervention de l'armée. Et ensuite le PNAC, donc, ça c'est le truc officiel que tout le monde peut vérifier, le PNAC qui dit on veut conquérir le monde, on a besoin de nouveaux parle à bord. Voilà. Un argument objectif et vérifiable par tout le monde. J'ai une question justement à ce propos. Par exemple, si les tours elles ont été volontairement dynamitées, qui peut avoir conduit les équipes de dynamiteurs et comment ces équipes peuvent-elles garder le secret? Et mon autre question, c'était par rapport aux femmes, aux veuves qu'on a vues tout le long du film. On est en 2008 maintenant. Est-ce que leur mouvement continue? Est-ce qu'elles continuent à chercher où elles en sont? Oui. La deuxième question, c'est oui. La première question, c'est souvent un argument qu'on donne. Il y a tellement de monde qui ont été au courant, comment se fait-il que ça ne sort pas, qui aurait dû être au courant? C'est un peu le mystère des témoignages. Mais je vais vous expliquer, par exemple, comment fonctionnent les manœuvres militaires aux États-Unis traditionnellement. C'est une équipe. Il y a des manœuvres d'état-major, il y a des manœuvres de terrain. Donc, il y a des manœuvres d'état-major avec des codes. Donc, c'est bien que vous avez au Pentagone, dans différents endroits des États-Unis, dans différentes bases, des salles d'ordinateurs avec des officiers qui sont là et qui gèrent les manœuvres en cours. Elles sont codées. Donc, chaque officier a un code pour son ordinateur. L'ordinateur ne fonctionne dans cette manœuvre qu'avec tel code. On peut trouver des salles où il y a une dizaine d'officiers qui travaillent ensemble à des manœuvres qui ont des codes différents, donc ils ne savent pas ce qui se passe sur l'ordinateur voisin. Et ils ne communiquent pas entre eux. Donc, c'est l'explication, c'est la réalité, c'est l'explication qui fait qu'on avait d'un seul coup un État tout à fait particulier, militaire particulier aux États-Unis ce 11 septembre. Voilà. Maintenant, en ce qui concerne le dynamitage des tours, je l'ignore totalement. On voit des explosions, il y a des explosifs qui ont été posés, comment ça a été fait, je n'en sais rien. Je n'en sais pas. Je sais, comme je l'ai dit tout à l'heure, qu'il y a eu, pendant une semaine précédente, des tas d'alertes. Il y a eu effectivement ces chiens, donc pour les explosifs, qui ont été retirés de ces alertes. C'est vrai, on a toutes les preuves. Enfin, ça a été dit, tout est fait. Maintenant, qui a posé ces bombes? Comment? J'en sais rien du tout. Et justement, en fait, tout le but de l'affaire, c'est pas de dire il y a ci, il y a ça. C'est qu'on ouvre, qu'on fasse une analyse et qu'il y ait des gens compétents, que la justice s'en mêle. C'est tout ce qu'on demande. Et comment se fait-il que pour ouvrir cette enquête, il a fallu attendre novembre 2002 pour que ça commence? Vous êtes témoin comme moi de ce qui s'est passé, des événements. Ça pose des problèmes. Quand il y a un accident d'avion, la semaine suivante, l'enquête débute. C'est effarant. Regardez l'enquête qui a quand Columbia a explosé. Regardez cette enquête qui a été faite par la NASA. C'était fabuleux. Et ils auraient pu faire la même chose. Ils ont collecté des déchets de la navette Columbia sur toute la Terre. Vous imaginez? Ça fait 10 ans avant le dernier rapport final de Challenger a été publié. 10 ans. Comment? Ça a pris 10 ans pour finir l'enquête sur le Challenger. Oui, mais ils ont fait l'enquête. Mais ça a pris 10 ans. Oui, mais ils ont fait l'enquête. Là, il n'y a pas eu d'enquête. Le principal argument, c'est que surtout, croire qu'il y a eu un problème avec 11 septembre, ça remet en question totalement, pour la plupart d'entre nous, le fait de vivre dans une démocratie et d'avoir confiance dans son voisin et à la police d'État. C'est pour ça que la plupart des gens refusent ça. Parce que d'un seul coup, s'il y avait un problème, simplement si on supposait qu'il y avait un problème comme nous le faisons, d'un seul coup c'est très inquiétant pour notre quotidien. Voilà. Et c'est la meilleure défense de ceux qui ont organisé cette chose-là. Ouais, c'est trop gros pour... Oui. Monsieur a du mal à supporter ça. C'est pour supporter des questions, parce que d'un seul coup, ça lui apporterait un désarroi énorme dans ses croyances. Excusez-moi, moi je suis pas... Non, je parle de monsieur. Oui, mais même, moi ce que je veux dire... Non, je parle pas de vous, je parle de monsieur. Problème, sans pour autant d'accord avec les réponses ou les hypothèses que je peux mettre. Voilà. Bon, je mets un certain nombre d'hypothèses et il y a un certain nombre de faits, c'est sûr. Je ne demande pas qu'on croit mes hypothèses, pas du tout. Mais je demande simplement qu'on regarde les faits.
Voilà. Maintenant, j'ai fait beaucoup de suppositions, pas tant que ça d'ailleurs, mais parce que je suis très documenté sur des tas de choses depuis très longtemps. Hein, c'est tout. Mais c'est sûr que c'est des conversations qui mériteraient. Écoutez, il y a une chose, hein, sur la limite de l'état de droit et sur le monde totalitaire qui s'installe, il y aura une conférence le 15 mai, organisée par les Amis du Monde Diplomatique, avec un universitaire belge qui a fait donc un livre qui s'appelle La fin de l'état de droit. Il a écrit un autre livre qui s'appelle Global War on Liberty. Si vous voulez parler des inquiétudes sur l'état de droit et le fait qu'il se développe, que le Patriot Act se développe dans toutes les démocraties à l'heure actuelle, notamment en Europe, c'est intéressant de venir et lui poser des questions. Il s'est documenté sur tout ce qui se passe dans le monde entier au niveau de la loi à ce niveau-là. Bien. Maintenant, il y a peut-être encore d'autres questions. Une dernière. Oui, bonsoir. Je voulais savoir finalement quel était le lien entre votre thèse et le film, parce que vous dites que vous n'êtes pas d'accord avec certains aspects, mais le film nous parle pendant 1h15 d'incompétence, de menaces de détournement d'avions, de services secrets pakistanais, et vous nous parlez de bombes. Donc, mis à part le fait que le gouvernement américain aurait menti, quel est le lien direct entre... Le lien direct avec ce film, c'est qu'ils ont demandé qu'il y ait une commission d'enquête qui n'a pas été effective, d'abord. Ensuite, le choix qui a été fait par le réalisateur de ce film, c'était donc de favoriser donc le fait qu'il y a une incompétence et qu'il y aurait derrière ça les services pakistanais. C'est une thèse que je ne partage pas du tout, et il y a de multiples preuves à ce sujet, et qu'on trouve un petit peu partout. Et bon, on peut passer encore 3 heures. J'ai des tas de documents ici avec mes sources, et puis vous dire, voilà, vérifiez vous-même, et vous apercevez que ce sont les mensonges. La vérité, si elle existe, la vérité c'est comme un oignon. Ou les mensonges comme un oignon, c'est que la vérité est à l'intérieur, vous voyez, et à chaque fois il y a une plure. Tout bon menteur vous dira, on enlève d'abord une pelure. Si je me fais avoir sur tel sujet, j'ai toujours derrière une autre explication, et ainsi de suite. C'est pour ça qu'en fait la torture ça marche pas. Alors qu'en ce moment on met la torture partout, et ça marche pas parce qu'il y a toujours un moyen de raconter quelque chose. Donc ma thèse, c'est qu'on demande une ouverture d'enquête, une véritable ouverture d'enquête. Hein. Et c'est pas un problème américain. Pourquoi est-ce que vous demandez l'ouverture d'une enquête? C'est un problème purement américain. C'est malheureusement pas un problème américain, parce que les conséquences sont internationales. On peut en discuter. Mais l'événement en soi, c'est un problème américain. Eh bien, je ne partage pas votre opinion, parce que ce n'est pas seulement un problème américain. Si l'événement s'est passé aux États-Unis, avec cet événement qui s'est passé aux États-Unis, qui n'a surtout été contesté par personne, notamment par M. Kolbani, qui a dit tout de suite, nous sommes tous des Américains, eh bien, c'est qu'on se sert de cet événement aux États-Unis pour dire qu'il y a le terrorisme qui existe, qu'Al-Qaïda nous menace tous. Vous êtes menacés, madame est menacée, monsieur, et ainsi de suite. Nous sommes tous, je suis menacé par Al-Qaïda, par mon voisin, par le terrorisme. Donc, je suis là, j'installe un pouvoir qui va vous protéger des méchants terroristes. Alors, qu'est-ce que vous voulez? Il vaut mieux, entre la liberté et la sécurité, on va vous privilégier la sécurité. Comme ça, vous aurez un petit peu moins de liberté, un peu plus de sécurité. Il y a aussi une question d'avis, c'est est-ce que Al-Qaïda avait dit qu'il n'était pas impliqué dans ces attaques? Monsieur Ben Laden a déclaré, autant qu'il existe, parce qu'à mon avis, il est mort depuis longtemps, ça c'est mon opinion, c'est une hypothèse, hein, bien sûr. Bon, Monsieur Ben Laden a dit qu'il n'a jamais été impliqué dans les attentats du 11 septembre. Ça a été dit... D'ailleurs, il n'est pas recherché pour ça, en fait. Il est recherché par le FBI pour le lien avec l'attentat sur le World Trade Center 93, mais pas pour le septembre. Ça, c'est consultable sur Internet. Ça, c'est un truc qu'il faut aller voir. Je sais pas, mais vous allez sur le net, vous allez sur le site du FBI, et vous avez une page qui est facilement trouvable sur le site, où il y a les 10 most wanted terroristes ou je sais pas quoi. Il faut que les 10 les plus recherchés, un peu avec les têtes d'affiche, un peu comme dans les westerns. Et donc sur cette page, on trouve Ben Laden, et il y a la liste des faits pour lesquels les gens sont accusés. Et sur la page de Ben Laden, il n'y a pas les attentats de 11 septembre. Ça, je veux dire, il suffit d'aller sur un ordinateur de le voir, quoi.
À partir de là, après, c'est dur après avoir vu ça, de pas se poser des questions et de pas aller chercher un peu plus loin. Donc Puis en plus, on voit dans le monde, dans le film, il dit le but c'était pas d'arrêter Ben Laden. En fait, le général Adams là, qui dit le but c'était pas d'arrêter Ben Laden. C'était quoi le but? C'est pour le pétrole. Non mais je voulais juste ajouter que en quoi ça nous concerne au premier rang, puisque c'est ce qui légitime toute la politique de nouvelle croisade américaine à laquelle la France participe. Et c'est formidable parce que le budget de la défense, le budget de la guerre américaine devient plus important que pendant la guerre froide. Alors qu'ils ont combien de divisions en phase 2? Ils ont plus l'armée rouge. Et qu'est-ce qu'ils font? Ils mettent des bases partout. Parce qu'attention, l'armée américaine, elle a beaucoup changé depuis les années 2000. L'armée américaine, ça n'a jamais été l'armée rouge avec ses millions de divisions et ses troupes. L'armée américaine, elle devait défendre le territoire et assurer le maintien de l'impérialisme. Bon, c'était pas énorme et il n'y avait pas beaucoup de troupes de rang de troupes d'occupation, plus clairement. Et depuis les années 2000, ça change énormément. Mais ils veulent même pas occuper ces pays, ils veulent uniquement les diviser dans une logique de domino et installer des bases avec des concessions pour des centaines d'années. Comme ils ont au Kosovo, comme ils vont mettre en Irak. Partout où il y a du pétrole, partout pour contrôler les pipelines. Et c'est tout. Et pourquoi ils le font? Ils le font pour couper l'approvisionnement de la Chine en pétrole et derrière ça, maintenir le dollar. Parce qu'il n'y a plus que leur armée qui garantit la stabilité du dollar. Et on participe à cette légitimation. Et c'est un enjeu qui paraît ponctuel, anecdotique, mais c'est ça la clé qui légitime cette politique-là. Je partage cette opinion. À propos aussi du terrorisme islamique, je vous invite à lire un livre qui est écrit par un universitaire américain qui s'appelle la CIA, fabrique du terrorisme islamique. C'est un livre qu'on trouve en ce moment en France. Et c'est un universitaire américain qui a écrit ça. Il devait venir à Montpellier et puis son voyage en France a été suspendu. Par rapport à l'idée de l'État totalitaire mondial ou gouvernement mondial, il me semble qu'il y a une société américaine qui travaille là-dessus, la société Bilderberg ou un truc comme ça. Alors si le groupe de Bilderberg est un groupe qui a été créé par le prince Bernard des Pays-Bas, qui est un groupe de personnes qui sont supposées donc être des gens responsables, bien éduqués et qui gèrent le monde. Donc ils sont un certain nombre à se trouver dans ce groupe de Bilderberg et ils se réunissent régulièrement pour décider de choses. Mais il y a de nombreux groupes comme ça aussi. Il y a la Trilatérale qui a été organisée par Monsieur Rockefeller. Mais je vais poser une question qui vous paraît un petit peu bêtasse. À votre avis, combien de personnes dirigent le monde? Ça paraît con, paranoïaque, mais est-ce que vous avez une opinion à ce sujet-là? Combien? Bon, il y en a un petit peu plus que ça, et on sait ça pourquoi? Parce qu'il y a un Belge qui s'est posé la question, qui était un étudiant en 3e cycle, qui s'est posé la question, puis il a dit, voilà, je vais faire ma thèse là-dessus. Il a mis 4 ans. Il a écrit, sa thèse a été publiée sous un titre, chez EPO, j'ai un trou de mémoire. C'est mauvais, ça va me revenir. Donc, dans ce livre, il y a 3500 individus qui dominent toutes les organisations, et privées et publiques. Et il y a la liste de toutes ces différentes organisations, et la liste de tous les noms de ces individus. Et ça s'appelle Tout pouvoir confondu, aux éditions EPO en Belgique. C'est un gros livre qui fait à peu près ça, d'épaisseur, donc ça fait grosso modo 800 pages.
Et c'est un livre de référence parce que quand on a lu 100 pages, je vous assure que c'est pas très intéressant. Mais en revanche, vous le feuilletez et vous trouvez ces gens-là. Et ces gens-là dominent absolument toutes les organisations privées et publiques, c'est-à-dire ils font partie des gouvernements, ils font partie des multinationales, ils font partie des différents groupes trilatéraux, ils font partie aussi, certains sont des militaires, d'autres sont des civils. C'est absolument fantastique. Et je vous invite bien sûr peut-être à regarder ce bouquin de temps en temps, mais et tout est argumenté. Hein, il y a la liste et vous pouvez contrôler à tout moment toute organisation, tout individu. Ça, il a pu faire ça, il a mis quand même 4 ans grâce à l'informatique. Bon, voilà. Donc on va nous dire que voilà, ça y est, encore des individus, la thèse du complot. Bah non, pas seulement, parce que s'ils sont bien d'accord pour se soutenir les coudes ensemble de temps en temps sur des choses très importantes, ça n'empêche qu'ils, s'ils peuvent se mettre des pots de banane les uns sous les pieds des autres, ils se gênent pas pour le faire. Mais quand des choses sont très importantes, notamment l'organisation du monde et le contrôle des populations, ils sont tous d'accord entre eux. Quand même, c'est trop important pour jouer avec le feu. Ce que vous dites là, ça implique que d'autres gouvernements auraient été un peu plus ou moins d'accord avec les États-Unis pour ce 11 les Américains, premièrement, quand on parle d'oligarchie, c'est les gouvernements aussi. Les gouvernements ne sont que des individus qui sont placés par les oligarchies au pouvoir dans nos démocraties. Hein. Bon. Et puis ailleurs, notamment donc en Russie, on a fait les oligarques. C'est à peu près pareil maintenant dans tout le monde. En Chine, c'est un petit peu différent. C'est le bureau politique du Parti communiste et puis quelques-uns autour. Mais enfin bon, c'est quand même un petit nombre. C'est toujours ça. C'est un petit nombre. Hein, bon. Et dire que des gouvernements étaient au courant avant le 11 septembre, je ne dirais pas ça. On voit dans ce film que le gouvernement des États-Unis a été prévenu qu'il y avait des risques d'attentats. Il faut savoir que tous les gouvernements au monde ont des services secrets et tous les gouvernements infiltrent les administrations et les armées des autres et les services secrets des autres. Donc il y a forcément des fuites qui se passent et donc il y a forcément des moments où il y a des gens qui sont courants de possibilités de choses. C'est ce qui s'est vraisemblablement passé donc pour le 11 septembre. Avec les États-Unis, il y a 2 gouvernements qui sont un petit peu particuliers, qui sont des alliés privilégiés. Ce sont la Grande-Bretagne, parce que ce sont la Grande-Bretagne qui ont organisé les services secrets américains donc pendant la guerre, et puis parce que quand ils ont fait l'OSS, les services spéciaux américains, ils étaient un petit peu paumés. Ce sont les Britanniques qui les ont organisés. Ils étaient tellement naïfs à ce moment-là, le gouvernement américain, que Truman, après la guerre en 1945-46, il a dit bon, c'est plus la peine de maintenir les services secrets, ça sert plus à rien parce que c'est la guerre. À ce moment-là, il y a des individus qui s'appellent notamment le général Kennan qui a dit non, faut pas faire cette bêtise-là, c'est beaucoup plus important, on va les maintenir différemment. Et puis il y a des gens comme Allen Dulles et Foster Dulles qui était le futur ministre des Affaires étrangères de Eisenhower, et son frère Allen Dulles qui était l'ambassadeur donc américain à Berne pendant la guerre, qui se sont dit attendez, on va s'occuper de ça. Ils ont réorganisé la CIA. Il faut savoir que la CIA a été organisée par des banquiers. Foster Dulles et Allen Dulles étaient des avocats qui étaient au service de différentes banques. Ça, c'est très important de comprendre. Les services secrets français ou anglais sont organisés par l'État et souvent par l'armée. Et aux États-Unis, la CIA a été organisée par les banquiers. Et dans toute la hiérarchie qu'on trouve dans la CIA à l'heure actuelle, vous pouvez aller sur Internet, vous trouvez des noms. Vous interrogez ces noms, ça, maintenant avec Internet c'est très pratique, et bien on voit qu'il y a une grande partie des cadres qui viennent de la banque et qui y retournent après. Notamment, il y a une chose qu'on n'a pas parlé au niveau du 11 septembre, c'était les délits d'initiés. Il y a eu, comme vous savez, ça a été absolument prouvé, une grosse spéculation à la baisse sur les actions des différentes compagnies aériennes, United Airlines, American Airlines, sur les compagnies d'assurance.
et sur Morgan Stanley, les Merrill Lynch qui avaient des bureaux dans le World Trade Center, et aussi dans les compagnies de réassurance qui assurent les compagnies d'assurance, c'est-à-dire Munich Re et puis une compagnie suisse de réassurance qui s'appelle, je me souviens plus, non, voilà. Bon, oui, en Suisse, mais je me souviens plus le nom de cette compagnie exactement. Bon, il y a une grosse spéculation à la baisse. Je ne sais pas si vous connaissez le système de spéculation à la baisse. Il n'y a pas de spéculateurs parmi nous. Bon, il y en a bien quelques-uns, certainement, il y en a peut-être qui rêvent de le devenir. C'est que vous faites un contrat avec, vous êtes vendeur, vous avez un contrat avec un acheteur, vous dites vous vendez telles actions dans 10 jours à tel prix que vous fixez. Voilà. Et 10 jours après, vous achetez les actions pour les vendre. Si les actions ont baissé, vous gagnez de l'argent, parce que donc votre contrat, vous vendez à la personne un prix fixé auparavant, donc les actions ont baissé, vous gagnez de l'argent. Si les actions ont monté, vous achetez les actions et vous perdez de l'argent. Bon, et il y a sur le 11 septembre, il y a eu donc des spéculations à la baisse qui ont été 7 ou 8 fois ou 10 fois, ça dépend, plus important que la moyenne de l'année, à la baisse sur ces compagnies. Si bien qu'il y a eu une plus-value qui a été faite de plusieurs dizaines de millions de dollars par des gens qui avaient spéculé à la baisse sur ces actions-là. Bon, il y a eu une enquête qui a été faite, il y a une enquête qui a été faite par Chicago. C'est la banque, la SEC de Chicago, la Security Exchange Corporation de Chicago, a dit, attendez, on a un problème, il y a eu des mouvements de fonds sur les actions tout à fait suspects. Ils ont remonté, il y a eu une demande de renseignement international auprès de toutes les compagnies de surveillance des actions en bourse, en Europe bien sûr. Ils ont remonté, ils sont arrivés à une banque. Une banque américaine qui s'appelle Alex Brown et qui dépendait du groupe Deutsche Bank. Et à ce moment-là, dans la commission d'enquête qui est là, ils ont dit ah oui, mais les gens qui ont spéculé, parce qu'ils ont eu les informations sur les gens qui ont spéculé, n'ont rien à voir avec le terrorisme, donc on ne poursuit pas l'enquête. C'est marqué dans la commission, c'est marqué dans le texte, vous pouvez le lire, je sais pas si c'est marqué. Donc il n'y a pas eu d'enquête, c'est fini. Il y a des gens il y a 2,5 millions de dollars qui ont été abandonnés. Donc il y a 2,5 millions de dollars qui auraient dû être récupérés comme une plus-value, qui n'ont pas été récupérés. Pourquoi? On n'en sait rien. Bon, il y a un certain nombre de faits qui sont assez gênants. Bon, et cette histoire de spéculation a été surtout soulevée par un journal israélien. Donc, et c'est pour ça que c'est un petit peu ressorti. Il n'y a plus de questions. Bon, nous vous avons asséné des choses. Bien sûr, les gens qui ne veulent pas croire leurs yeux, bon, c'est leur problème. Et puis, on invite tout le monde à chercher par soi-même, à vérifier. Je demande à personne de me croire sur parole, mais en même temps, vous avez des pistes. Effectivement, oui, il y a une pétition à signer, je crois. Il y a une pétition d'emploi à signer. Voilà. Et je vous invite quand même à aller au Grain des Mots, la librairie du Grain des Mots, et vous demandez ce livre qui doit coûter 20 €, qui s'appelle donc La fabrique, c'est quoi, de Tarpley, le livre de Tarpley sur la fabrique de la terreur. Voilà. C'est très bien qu'il y ait des opposants, au moins on peut discuter. Et surtout, merci à Utopia. D'abord penser à la pétition d'entrée à signer pour la conversion d'une enquête sur le 11 septembre, si vous avez quelques minutes. Merci beaucoup. Il faut voir dans la théorie du complot telle qu'elle se développe là dans les films, tels que Thierry Messant, tous ces gens-là développent cette théorie. Elle a un but aussi, cette théorie. En disant ce n'est pas Al-Qaïda, ils essayent
d'aider Al-Qaïda. Ce sont les vrais propagateurs des idées d'Al-Qaïda. Et ils donnent des arguments aux sergents recruteurs de Al-Qaïda. Ce sont les propagandismes du terrorisme qui fait tant de victimes parmi les populations civiles, comme on a vu à Madrid. Ce sont des purs criminels. Ce sont évidemment des paranoïaques, c'est tout ce qu'on veut, mais en attendant, ce sont des criminels. Parce que leurs idées ne sont pas neutres, elles ont un but.